Voilà, c'est comme au rugby, c'est la même chose. C'est l'organisation d'une équipe qui sécurise tout le monde. S'il y en a un qui n'est pas à son poste, il met l'ensemble de l'équipe en danger. Une atmosphère de Far West, au cœur de la Normandie. Vas-y, bloque tout, c'est bon, stop. Xavier est éleveur de bisons. Et la séance de vaccination est toujours un peu sportive. Un piège bien pensé, ce sont des animaux protégés, moins stressés, et des gens qui gardent leurs doigts et leurs membres, hein, c'est important. Hey, regarde, c'est une semelle, ça. Chez les Denis, la passion des bisons est une histoire de famille. Impec. Xavier et son fils Maxime travaillent ensemble sur cette exploitation plutôt originale. On va lui faire une petite picouse, elle. C'est une vie qui demande beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, mais qui accorde une liberté qu'on a pour moi nulle part ailleurs. Ça a toujours été mon mode de vie, donc oui, c'est sûr, j'ai une vie à part de celle de tout le monde, mais moi, j'en voudrais pas d'autre. Chaque jour est fabuleux, et donc je pourrais pas travailler dans un bureau, c'est pas possible. Ça me représente un peu mon caractère. Donc, en général, les gens élèvent les animaux auxquels ils s'identifient un peu. Et en quoi vous ressemblez à vos bisons? Sauvage et quasiment impossible à domestiquer. Ben, il faut y prendre le dos et puis le redresser, l'aider pour qu'il se mette debout. Moi, je prends la queue, toi, tu prends là. Attention, enlève, allez, allez. Oh. Chaque matin, Xavier vérifie que ses imposants pensionnaires n'ont pas endommagé les installations. Ouais, là, c'est cassé, c'est partout. C'est du fil d'acier quand même de 3 mm et il n'y a plus de tenue. Ils peuvent se crever les yeux. Donc non, ça, c'est strictement impossible de laisser ça. Il faut absolument réparer dans les meilleurs délais avant qu'il y ait des dommages collatéraux plus importants. Et ben voilà, là, il y en a pour une journée de travail. Les bisons canadiens peuvent atteindre 1 tonne et leur comportement reste imprévisible. Alors pour Xavier, même après 24 ans d'expérience, mieux vaut rester dans le 4x4. Alors, il est techniquement pas possible d'y aller à pied parce que ça reste effectivement des animaux dangereux et ils n'hésiteraient pas à nous charger et puis à nous blesser mortellement parce que nous restons effectivement l'ennemi juré au même titre qu'un loup pour les bisons. Bon, un petit troupeau de bisons ici. Cet ancien poissonnier s'est lancé un double défi. Réussir dans l'élevage et importer ici une race atypique. Il vient de naître à l'instant. C'est fabuleux, c'est quelque chose de magique. Moi, je suis toujours totalement ému et puis émerveillé devant n'importe quelle naissance. Ça fait 24 ans, au début, il y en avait une quinzaine, et puis ça a monté en puissance. Je dirais globalement à peu près entre 1200 et 1300 bisonneaux qui sont nés ici. C'est un sentiment de victoire plus important que si c'était des vaches normandes. Ça prouve 2 choses. C'est d'abord que les bisons ont une capacité d'adaptation assez extraordinaire, et puis que tout correspond bien, et effectivement, quelque part, on gagne son pari, et donc double fierté. Pas le temps de s'attendrir, un quart de visiteurs est annoncé à l'entrée du domaine. Aujourd'hui, il n'est pas toujours facile de devenir agriculteur dans les campagnes françaises. Les nouveaux éleveurs tentent leur chance dans des activités plus insolites, parfois plus rentables. Comme Xavier avec ses bisons, Hervé a lui aussi misé sur l'Amérique, mais un peu plus au sud cette fois. Allez les alpagas, venez! Là, elles ont tout compris que c'était le meilleur moment pour elles. Elles sont très gourmandes. Hein. Ses cousins des lamas sont plus habitués au contrefort des Andes qu'au pâturage de l'Aube, près de Troyes.
Pour les approcher, Hervé a une technique. Et c'est le secret pour pouvoir les attraper, la gourmandise. Et le deuxième secret, ça va être Nathalie qui va venir m'aider aussi. Parce que tout seul, c'est bien difficile. Ça sert moyen. C'est le premier jour de dressage pour Nénuphar, l'un des plus jeunes du troupeau. Allez, c'est parti. Ah là, c'est sport là. C'est sport, c'est sport. Là, celui-ci, c'est la première fois qu'il a un licol. Donc ça va lui faire tout drôle. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Doudou, pépère, viens. 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 Allez, viens, mon petit loup. Je suis obligé de tous les débourrer pour qu'ils soient faciles à promener, ne serait-ce que pour aller chez le vétérinaire, pour les tondre, pour tout ça. Toutes leurs bêtes portent un nom de plante. Un clin d'œil à l'ancien métier des propriétaires. Bon, mais tu les laisses dedans ou tu les remets Je vais en laisser dedans, puis j'en remets. en godet? Fleuristes pendant 20 ans, Hervé et Nathalie ont dû laisser tomber bouquets et boutiques quand on leur découvre une allergie au pollen. Vous avez dit tous les deux, il y a 15 ans, que vous finiriez éleveur d'alpaga. Qu'est-ce que vous auriez dit? Bah, on aurait dit, c'est pas possible. C'est quoi un alpaga? J'aurais dit c'est parce que je connaissais pas trop la bête. Quand on a vendu la boutique, on s'était dit on refera une activité marginale qui n'existe pas dans l'Aube. Donc on a cherché beaucoup d'activités qui étaient non existantes dans l'Aube, jusqu'à tomber sur les alpagas. Un petit peu d'engrais et c'est parti. Dans quelques jours, si tout va bien, les alpagas offriront aux nouveaux éleveurs leur source de revenus annuels. Parfois, ces animaux insolites peuvent cacher de petits trésors. À l'étranger, ils font notre renommée. Dans nos jardins, ils annoncent la pluie. Chez Jean-Philippe, on les compte par millions. Près de Cognac, Jean-Philippe exerce un métier aussi méconnu que difficile à prononcer. Il est héliciculteur. Et pour élever ce drôle d'animal, il faut toucher du bois. Les planches servent de surface de collage du stade noisette jusqu'au stade adulte. Et ils servent de mangeoires aussi, voilà, tout simplement. Ça, regardez, s'ils ne sont pas tous partis, on va avoir quelques-uns sous les planches. Voilà, ça c'est des bébés qui ont été mis il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, et qui ont déjà doublé de volume. Une vie au grand air que Jean-Philippe s'est inventé sans aucune expérience dans ce domaine, à l'âge de 35 ans. J'étais électricien, la boîte pour laquelle je travaillais a fait faillite. J'ai donc cherché quelque chose pour me diversifier, et un jour je suis tombé par hasard sur un élevage d'escargots, et c'était le déclic. 2 chiffres m'ont fasciné à l'époque, c'est que l'investissement de base était très faible, et il y avait 300 tonnes de production pour 30 000 tonnes de demande. Jean-Philippe a donc flairé la bonne affaire. Mais tous ces escargots ne finiront pas au four à l'ail et persillé. Car le but de Jean-Philippe, c'est de les faire se reproduire. Bonjour Edwige. Et tout se joue au degré près. Tu vois en fait le thermomètre? Là, on a une température de 15-16 degrés, on est un petit peu en dessous, il aurait fallu qu'on soit à 17, donc le chauffage a dû avoir de quelques ratés cette nuit. Et pour la journée, il faut être à 19-20, donc je vais aller monter un petit peu le thermostat. Son petit secret, c'est d'imiter tous les jours les conditions du printemps, la saison préférée des escargots pour se multiplier. L'aliment que je mets actuellement sur les mangeoires, c'est une farine à base de céréales écrasées et pas mal de calcaire. On fait tout de manière à ce que l'escargot se sente bien et arrive à vivre correctement. Et donc à copuler
en abondance. Bon, pour moi, c'est fini, Edwige, c'est bientôt fini, mais mets-moi un peu moins de pression, là. Ça sera pas plus mal. Jean-Philippe les bichonne. Car ces gastéropodes lui offrent ce qu'ils ont de plus précieux, leurs œufs. On va commencer à démouler. T'as pas l'impression que Ils ne sont que 4 à exercer cette activité en France. comme d'hab, hein, toutes les belles. Dans le pot, toutes les moches dans l'assiette. Ça, c'est joli. Donc on essaye de faire un pré-tri. Il faut que les œufs ne soient pas trop gros. Il ne faut pas qu'ils soient rougeâtres. Il ne faut pas qu'ils soient transparents. Il faut surtout qu'à peu près tout ce qu'on met dans le bac soit à peu près homogène. Donne-moi des pots là pour finir. Et c'était une belle ponte, ça. Il y a combien de grammes là à peu près? Il y a 3 grammes, un truc comme ça. 3-4 grammes. Et là, il y a 110-120 œufs. Il faut environ 30 000 œufs pour récolter 1 kilo, vendu 1 600 €. Mais pour en faire un caviar blanc, tout va se jouer au laboratoire. En Normandie, les bisons de Xavier termineront aussi dans une assiette. Voilà, là, je prépare la viande en réalité qui va être vendue dans le restaurant ce midi. Xavier et Sylvie ont ouvert un restaurant sur leur domaine. Et c'est Sylvie, son épouse, qui signe les recettes. Voilà, terrine nature, terrine au pruneau, terrine à la noisette, terrine au foie gras, terrine à la pomme et au calvados. C'est quoi la base commune de tout ça? Terrine de bison à la base et après on agrémente. Chez les Denis, quand Madame est au fourneau, Xavier joue les guides en chef. Bonjour, je suis votre guide. Bonjour, Ça va bien? Sylvie. Bonjour. Enchanté, Sylvie. Moi, c'est Xavier. Bonjour. Que des charmantes femmes. Vous êtes chanceux, vous, messieurs? Il y a plus de femmes que d'hommes. Les visites sont la principale source de revenus de la famille. Salut, cow-boy. Ça va bien? Attention. Allez-y. Alors là c'est vraiment l'expérience. Chaque année, 70 000 curieux viennent de la France entière pour observer de plus près ces bêtes à cornes. Alors, Xavier fait le show. À partir de maintenant, ça ne plaisante plus. Vous allez rentrer dans un grand parc dans lequel vivent en semi-liberté différentes espèces d'animaux sauvages. Mais vous avez surtout les bisons. Et là, il y a les gros mâles. Et eux, ils rigolent moins. Si jamais vous avez une petite prière, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Allez, c'est parti. Il est tout petit, hein. Regarde là, il y a deux petits. On a deux là. Ce qui est important, c'est de regarder le regard des gens. Et puis l'émotion qu'ils ont, qui se lit sur leur visage. C'est très dépaysant. Les mâles, On a vraiment l'impression d'être ailleurs qu'en Normandie. ils ne fréquentent Et vous avez l'impression d'être où? quand ils sont invités au restaurant. Mais les enfants, En Amérique. les métaphores. À défaut de traverser l'Atlantique ou de repartir avec un bison, les visiteurs rentreront chez eux avec une terrine. Allez, venez vite, les loulutes! Allez, venez! Ce n'est pas pour leur viande Allez, venez! qu'Hervé a choisi les alpagas. C'est le moy. Ces lamas sont venus rejoindre ces moutons, lapins, mais aussi ces chèvres. Au total, une centaine de pensionnaires, tous plus poilus les uns que les autres. Alors, tous les animaux, ce sont des animaux que j'élève pour la laine, tout simplement. Pour faire des jolis vêtements bien chauds, ou des écharpes, ou des bonnets, ou des pullovers.
Et avec le petit vent qu'on a aujourd'hui, eh ben, c'est bien agréable d'en avoir un sur le dos. Mais avant de pouvoir habiller les uns, il faut d'abord déshabiller les autres. Je lui fais le maillot pour cet été, il va être tout beau. L'alimentation de l'animal permet une épilation sans douleur. Un lapin, comme ça en taille adulte, on va récupérer environ 180 à 220 grammes de matière brute comme ça, ce qui représente en équivalent pullover, un pullover en taille 36. Donc on parle en pullover quand on épile un lapin. Eh oui, on parle en pullover, mais avec toutes les bêtes, on va parler en pullover parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant et représentatif pour les gens, le volume d'un pullover, que de dire ça fait tant de pelotes. Donc il sera de nouveau plein de poils dans 3 mois et il faudra de nouveau recommencer. On va le laisser tranquille. Voilà. Avec les poils de ces animaux, Hervé fait de la laine. C'est relativement reposant le filage. On devrait en faire au moins 1 heure par jour pour se détendre, ça vide la tête, ça occupe les mains. Ça, c'est quand même quelque chose de formidable quand on pense qu'on peut passer de quelques poils et qu'après on a un pullover ou une écharpe. Je trouve ça génial et magique. Pour commercialiser leur production, Hervé et Nathalie ont transformé une pièce de leur ferme en boutique. Opération chaussette. Eh oui, ça y est, tiens, je te ramène tout ce que j'ai fini de tricoter. On va pouvoir mettre les bracelets autour. Allez. Ah, vraiment, tout est fait de A à Z à la main. Eh oui, tout à fait, oui. Ce sont des bracelets que l'on fabrique avec indiqué dessus les différents conseils d'entretien, les pointures et la matière employée sur la chaussette. Est-ce que la fabrication de vêtements, c'est aussi pour vous un revenu complémentaire? C'est un revenu, tout simplement, un revenu, pas forcément complémentaire. C'est le revenu d'élevage, comme par exemple des gens qui feraient du fromage de chèvre. Eh bien, nous, c'est de la laine de nos alpagas ou de nos chèvres mohair ou de nos moutons ou de nos lapins. Ce commerce leur rapporte à peine le SMIC pour un travail 7 jours sur 7. Non, bah, c'est la dernière, hein. Je pense. Si on n'a pas la passion, déjà, on ne peut pas le faire, le métier. Ça, c'est clair. Parce qu'on se lasse vite, hein, si on ne dégage pas un salaire de l'exploitation, si on n'a pas la passion, on baisse vite les bras, quoi, parce que c'est quand même des métiers où on est là longtemps, sur une journée. Alors, c'est peut-être pas spécialement très physique, c'est peut-être pas un métier valorisant pour certains. Pour nous, ça nous convient, donc on a une qualité de vie. La vente à la ferme ne suffit pas. Alors, dans quelques jours, Nathalie et Hervé présenteront leur création dans une fête de village. Beaucoup d'éleveurs sont donc obligés de diversifier leurs activités pour survivre. Mais en temps de crise, les produits les plus chers trouvent difficilement preneurs, comme les fameux œufs d'escargot de Jean-Philippe. Pour préparer son caviar blanc, il a rendez-vous au laboratoire avec Eric, l'un de ses associés. Salut Eric. Salut. Petite prod ce matin. Ok, bon bah on va se mettre au boulot. Première étape, le lavage. En quelques heures, les deux hommes métamorphosent ces petites billes blanches en produits d'exception. Depuis la ponte, là et après, au total, on va être à plus de 50% d'œufs qu'on va mettre de côté, quoi, qu'on va enlever. Il va rester 50% de ce qu'il y avait au départ, quoi. Il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. Hein. Faut pas, on ne fait pas semblant, juste bien faire les choses, quoi. JP? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça n'a pas l'air mal dans un premier temps. La tâche la plus minutieuse revient à Jean-Philippe, c'est le triage.
Un à un, il écarte les indésirables pour ne retenir que des œufs parfaits. Si on ne fait pas attention, on peut en casser, on peut en abîmer. C'est pour ça qu'on les fait rouler tout doucement sous la cuillère. Et d'une, pour les voir sur toute leur face. Et de deux, pour pas du tout les abîmer. Ça, c'est un œuf parfait, il est bien rond, il n'a pas de défaut. Il faut qu'ils soient tous comme ça. Regarde, là, t'en as un, là, ici, là. Non mais attends, j'ai juste fait ça, là, pour l'instant. Il y a encore tout ça. C'était fou, quoi. T'as vu l'heure qu'il est? Le succès de leur recette tient à la salaison. Impossible pourtant d'en connaître la durée. Ils ne sont que 3 à détenir le secret de cet or blanc. Jean-Philippe, Éric et le dernier compère, Romain, le commercial. On a du monde? Ouais. Bon, je viens chercher ma commande. Ouais. Elle est prête? Bah, tout comme. Ok, bon bah j'attends là, je peux pas rentrer. Bon, on va te préparer ça. Ok, ça marche. Elle est 30. C'est pour qui? Un chef à Poitiers, un chef qui a un macaron guide Michelin. Voilà. Je m'appelle d'ici 1 heure ou 2 après le rendez-vous. Ok, ouais. Allez, ça marche. Merde. Bon courage, à plus tard. Ciao. Chaque année, Romain tente de convertir une centaine de chefs cuisiniers. Seulement 15% adoptent finalement le produit. Ludo, tu peux venir s'il te plaît? Bonjour, enchanté, Romain. Ludovic, mon second. Le second. Œuf d'escargot. Vous avez amené des cuillères, non? Ah oui. Au choix. Ça doit être du bambou, Ouais. et ça, c'est de la cajou. D'accord. C'est un peu la texture des œufs de saumon. Vous voyez, l'œuf de saumon, il arrive à s'exploser avec la langue. L'œuf d'escargot, faut vraiment le mâcher. faut le mâcher. Visuellement, c'est sympa, hein, je vous dis. J'aime beaucoup ces petites perles. Après, il va falloir être conquis par le goût. Hein. On goûte? Ouais. Richard Toix, le chef étoilé, va donner son verdict sur les œufs d'escargot. Alors, la texture est très intéressante. On a quand même bien le croquant. Il y a le croquant, mais il est quand même... il est bien, l'œuf explose bien. Non, bien. Hein, je sais pas ce que tu en penses, mais... moi, j'adore. Ça serait pas mal, ça, pour remplacer avec... pour faire un coup rigolo avec le... herbe et tapioca, ouais, ça serait... C'est un produit qui peut avoir sa place sur votre carte? Ah bah tout à fait, oui, c'est un produit, il faudra peut-être que je négocie un peu les prix, mais je pense que c'est un produit qu'on va pouvoir travailler, bien sûr. Le chef improvise une recette pour le menu du jour. On laisse comme ça, hein? Ouais. Pas mal, là. Peut-être pas plus salé. Par rapport à l'œuf qui est salé déjà. Ouais. Ça me passe, on reste comme ça. Hein. Donc aujourd'hui en mise en bouche, la surprise du chef. D'accord. Bonne dégustation. Comment allez-vous? Ça va? Bonjour. Tout s'est bien passé? Très bien. Bon, s'il te plaît, entrée. Daniel parlait de poireaux. Non, mais la mémoire olfactive. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Vous avez mangé des œufs d'escargot. Des œufs d'escargot. Et ça avait quelle apparence? C'était ceux qui avaient sur le sorbet les plus gros. Ah ouais. Vous n'arriviez pas à mettre un nom dessus. Pardon? Le chef est convaincu. Chef, merci. service. À très bientôt. À très bientôt. On se tient au courant. Une adresse de plus pour les 3 associés. Chez les Raoul, c'est une des journées les plus importantes de l'année. Un déménagement, ou presque.
Ah ben, c'est une journée où on va croiser les doigts pour vendre un maximum d'articles, de produits finis, et puis les belles chaussettes qu'on a fait dernièrement. Une fête de village attend toute la famille et Nénuphar, enfin apprivoisée. Voilà. On a vu un élevage en Ardèche. J'ai pris un petit cheval, regarde. Il a craché. Eux, ils ont peur. Bah oui, parce que pour eux, les chiens, ce sont des prédateurs, hein, puisque dans la nature. Et sur les manches, vous pouvez également possibilité de faire. Voilà. Le savoir-faire du couple pourrait même s'exporter avec ces touristes allemands. Alors, To Wash, pour le lavage, programme laine à froid. C'est le lapin et c'est l'alpaca. Oui. Les deux ensemble. Moi, toujours froid et alors j'ai un pull vert pour l'hiver prochain. Et je pense à la France et c'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci les parents. Merci beaucoup. Ah oui. Eh bien, la journée démarre sur les chapeaux de roue. La vente d'un beau pull-over comme ça, c'est bon, c'est quand même rare. Et ça coûte combien un pull-over comme ça? 250 €. 35 heures de travail et là, il y avait un mélange alpaga et lapin angora. Ça a été tricoté à la main avec un modèle jacquard. Des heures de travail, mais aucun regret. Ah bah, je vais vous prendre ça. C'est là? Ouais. Donc du coup, 13 €, s'il vous plaît. Merci. Comme tout éleveur et tout agriculteur, souvent à 70-80 ans, il est toujours dans sa ferme, donc on sera sûrement encore dans notre ferme. Avec vos alpagas. Voilà, sûrement. Comme dans les élevages traditionnels, c'est donc la passion qui anime ces propriétaires d'animaux originaux. Là, j'en ai 2 très gros, je vais les couper, Marielle, si t'as besoin de petits bouts. Quitte à jongler avec les horaires et les assiettes. Alors là, on est un petit peu obligé de se dépêcher parce que le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui mangent en un minimum de temps et que surtout, tout le monde mange chaud en même temps. Allô, steak? Une fois par mois, Xavier et Sylvie proposent à leurs clients de prolonger le voyage le temps d'une soirée 100% Far West. Déguisement obligatoire pour tout le monde, Allez. même pour la maîtresse de maison. C'est quoi, vous avez double casquette ce soir? Oh, nous, on a toutes les casquettes. Mais là, ce soir, on fait la cuisine et aussi on apprend à danser la country aux gens. Alors, c'est une petite initiation, hein, juste une petite mise en jambe. On se prétend pas être prof, mais voilà, on met l'ambiance et puis on incite les gens à danser. Bonsoir! C'est juste une petite mise en jambe pour s'amuser et être tous ensemble. Les hanches 2, les hanches 3, les hanches 4. Et là, vous allez prendre un lasso dans mes mains. Vous allez faire comme si vous vouliez attraper un cheval, un indien, un beau cow-boy. Et là, vous déhanchez, ça fait 1, et 2, et 3, et 4. Allons, et 1, et 2, et 3, et 4. C'est censé être un peu sensuel, hein, alors mettez-y du vôtre quand même, hein. On est loin sans doute de la Normandie des cartes postales. Mais avec leurs bisons, ces éleveurs relèvent un autre défi, dynamiser les campagnes et y attirer les citadins. Soit effectivement on développe davantage l'élevage, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur la partie commercialisation de la viande, et à ce moment-là, on peut déjà s'en sortir un peu mieux, ou alors on joue l'étiquette tourisme, et nous on préfère avoir le contact avec les gens et développer la partie tourisme. Je pense que c'est le fait aussi qu'on soit ni l'un ni l'autre issus d'un milieu agricole. Donc on est tous les deux fils de commerçants, donc forcément on va plus se diriger vers cette antenne-là.
vous ne dansez pas la country? Non, je ne sais pas danser la country. Et moi, je suis là pour faire danser les gens qui ne dansent pas la country. Xavier, Sylvie et tous les autres prouvent en ces temps difficiles pour l'agriculture qu'il est encore possible d'être en France un éleveur heureux. I